Et salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, nouvel épisode avec un invité. Je suis avec Quentin. Salut Quentin. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoute, moi en tout cas ça va nickel. Et aujourd'hui justement on va parler de tout ce qui est boxe, de tout ce qui est conditionnement avec Quentin, qui c'est un petit peu son domaine clairement. Mais avant, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Yes, du coup, moi, je m'appelle Quentin Vigne. Ouais, Je suis préparateur physique au Hammer Boxing Gym. ok. Donc, ça, c'est à Lyon. Je prépare les combattants professionnels, semi-professionnels et amateurs de la team de Monsieur Mohamed Oumer. Je suis diplômé de deux licences STAPS, une en éducation et motricité, une en entraînement sportif. Ouais, Donc, celle de l'entraînement sportif, c'est celle de Lyon 1. Et après, j'ai eu la chance de faire le double master en collaboration entre Lyon et l'Université libre de Bruxelles. Et et après, du coup, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que combattant et en tant que préparateur physique et entraîneur dans le milieu de la boxe. ok. Et du coup toi, c'est quelle boxe principalement que tu fais? Moi, je suis principalement autour du Muay Thai, donc la boxe thaïlandaise, et on fait aussi kickboxing et K1. Ok, et t'as fait un petit peu avant de genre est-ce que t'as déjà fait un peu d'anglaise et tout, enfin que ton parcours un peu là-dedans, t'as d'abord testé d'autres et puis après t'as fait de la Muay Thai, t'as fait. Alors, moi, au niveau de mon parcours sportif, comme ça, ça expliquera plus clairement. J'ai commencé le sport très tôt. Au début, j'ai fait du foot, un an de foot, un peu de section sportive, donc basket et tennis qu'il y avait au- à mon collège et lycée. Ouais, Et après, j'ai testé avec mon grand frère la boxe française sur un cours. Et j'ai vu que ça me plaisait, j'ai accroché. Et j'ai demandé autour de moi, autour de là où j'habite, s'il y avait des clubs. Et je suis tombé directement dans le club de boxe thaï et j'y suis resté jusqu'à maintenant dans ce milieu de la boxe thaï. ok. Et juste Et, par. Oh, ah, vas-y, dis-moi. du coup aussi, je suis parti en Thaïlande, au Luk Tu Pha Gym à Bangkok, grâce à mon premier club. Ok. Et c'était pour des compétitions, enfin c'était. Moi, du coup, je faisais déjà de la compétition, mais après, je suis amateur. J'ai pas peur de le dire, je suis amateur. Ouais. Et quand on y est allé, c'était vraiment pour s'imprégner de la culture. On s'est entraîné, on s'entraînait tous les matins pour bien apprendre les nouvelles techniques, voir comment les Thaïs s'entraînaient, s'imprégner de la culture. Et c'était surtout pour ça qu'on y allait, pour vraiment apprendre les nouvelles techniques, voir comment ils s'entraînaient, voir les techniques, comment le conditionnement que les Thaïs pouvaient avoir, leur manière de fonctionner, comment on pouvait ramener ça en France. Voilà, Ok. Ouais, donc c'était intéressant aussi pour ton expérience et comment après tu peux ramener ça dans ton suivi justement des combattants. exactement, exactement. Et juste par curiosité au niveau. Parce que t'as commencé un peu par de la française avec ton grand frère. Et c'est quoi, enfin, qu'est-ce qui t'a amené à poursuivre plutôt la thaï plutôt que la française? Est-ce que t'as un point vraiment très personnel où tu préfères la thaï que la française? Eh ben, maintenant, je te dis, à l'époque, je connaissais pas la taille, la boxe thaïlandaise, donc je t'aurais dit, c'est juste parce que c'était le club qui était proche de chez moi, Ouais. donc par rapport au déplacement. Mais maintenant que je connais les deux, je te dirais la boxe thaï parce que pour moi, c'est le sport de striking. Donc, quand Hmm. je dis striking, c'est par rapport aux frappes debout, de percussion, qui pour moi est le plus complet parce qu'on va utiliser les 8 armes, donc coup de poing, coup de coude, coup de genou et coup de pied, et Ouais. aussi les projections. Mais les projections, mais il n'y a pas de combat au sol, c'est juste on amène au sol, et voilà. Et du coup, cette diversité, parce que je suis quelqu'un qui adore apprendre, apprendre des nouvelles choses, cette diversité de techniques et de formats de combat, c'est vraiment ça qui m'a fait accrocher. Puis les valeurs de ce sport, le dépassement de soi, Hmm. l'humilité qu'il faut avoir parce qu'on va toujours tomber contre plus fort que soi.
Il y aura toujours quelqu'un qui arrivera à avoir le style pour te battre et le respect, tout ça. Et c'est tout ça qui m'a fait accrocher à ce sport. Vraiment, c'est une passion maintenant. Ok. Non, mais c'était intéressant, je trouvais justement d'avoir ton point. Enfin, pourquoi tu préférais le style Muay Thai, tu vois? Parce qu'il y a toujours des gens qui restent sur la française. Enfin, moi personnellement, j'ai commencé par la française, tu vois. Mais je trouve ça intéressant, justement, de savoir pourquoi. Et, euh, et du coup, toi, t'es pas mal dans le conditionnement. Et justement, pour commencer pour la première question que je voulais te poser, c'était comment est-ce que tu définirais, toi, le conditionnement physique en boxe? Et c'est quoi pour toi, un petit peu, s'il y aura à expliquer, s'il y en a déjà, des piliers essentiels pour être, on va dire, au top de sa forme sur le ring? Et ben, du coup, pour moi, le conditionnement, donc le but principal d'un boxeur, d'un bon combattant, c'est de pouvoir arriver à tenir son format d'épreuve. Par exemple, si on est sur un amateur, on peut être sur du 3x3 Hmm. ou sur un professionnel, par exemple, des combats en Thaïlande, sur du 5x3. Donc pour moi, sur ma vision des choses, c'est d'arriver à tenir les 5 rounds ou les 3 rounds de 3 minutes en ayant le moins de perte de puissance, de montrer le moins possible sa fatigue, d'avoir la moindre déperdition de force au cours du match, Ok. tout en montrant la meilleure technique, le meilleur game plan pour battre son adversaire. Hmm. Et donc, pour ça, il faudrait faut que le combattant soit le plus complet possible. Donc, que ce soit sur le plan de l'endurance, de la tolérance à l'acidose, donc avec les kappa ou la puissance lactique, Ouais. et sur la puissance, donc en jouant sur la qualité de force et de vitesse. Donc, il faut vraiment avoir un athlète complet pour justement arriver à avoir un bon conditionnement au boxe. C'est pour ça que la prépa en boxe, elle est assez compliquée, vu comme il faut jouer sur plusieurs qualités physiques en même temps. Hmm. Après, sur ta deuxième question, par rapport du coup au pilier, Ouais. donc moi je reviens à la base, parce que j'avais lu l'article de Don Ittrick, je crois que c'est, Ouais. où il montre que la technique et la tactique sont les points principaux déjà à mettre en avant. Et en effet, on peut s'en rendre compte parce que du coup, si on a une bonne technique et qu'on l'optimise déjà suffisamment, on pourra du coup avoir déjà une bonne production de puissance. Hmm. Parce que toi qui as déjà pratiqué de la boxe, tu t'en rends compte, si tu pivotes pas sur ton coup de pied, Ouais. nous on appelle ça un middle, je sais pas comment vous appelez ça en boxe Moi, française, c'était pareil à peu ben, tu près, as tu moins de vois. puissance. Hmm. Ouais, tu veux dire même pivoter avec la hanche, etc., tu vois? Parce que l'erreur Voilà, font les exactement. débutants. Ouais. Donc déjà, si on optimise et qu'on essaie de perfectionner au maximum la technique, déjà, on arrivera à jouer sur un bon transfert de force, une bonne orientation des forces, une moindre déperdition de force et de puissance. Et donc déjà, on pourra jouer là-dessus. En lien du coup avec ça, souvent on associe les deux. Il y a la tactique, donc le game plan, Ouais. jouer sur les points forts, les points faibles, nos points forts de combattant, les points faibles de l'adversaire pour faire une stratégie qui va être gagnante. Ok. Et après, du coup, pour moi, vient le physique et la dernière qualité qui est le mental, Hmm. qui est primordial dans notre sport par rapport à la gestion de l'anxiété et la gestion de l'anxiété, la performance, rechercher la zone de flow, Ouais. qui est pas encore assez travaillée, je pense. Enfin, elle est travaillée, mais pas de manière explicite. Hmm. Elle est un peu cachée, on va dire. Ouais. Elle est rarement travaillée, je pense. Il me semble, c'est à prendre avec des pincettes, mais il me semble qu'elle n'est pas assez travaillée Ouais, encore. ça c'est plutôt par rapport à ton point de vue avec les boxeurs avec qui tu travailles ou t'as l'impression que le côté mental des fois il suit pas ou... Euh, non, enfin, si, si. Il y en a certains, je pense, notamment à, à quelques personnes en particulier, notamment une qui, je pense, son mental n'est pas assez, encore assez développé, notamment sur la notion de l'effort. Ok.
Parce que dès qu'elle va être fatiguée, dès que cette personne va être fatiguée, elle va souvent baisser les bras, elle va montrer sa fatigue, elle va pas être assez dure, elle va pas être assez dure, assez résiliente par rapport à ça. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. De toute façon, tu avais parlé, oui, de la notion. Enfin, en fait, dans ce sport-là, ce qui est assez particulier, c'est que vu que tu as un adversaire en face, faut aussi. Enfin, comme tu l'as très bien dit, mais faut pas montrer que tu es fatigué, tu vois. Parce que même d'un point de vue préparation mentale, si tu arrives sur le ring, imaginons c'est le troisième round et que tu sais que tu es crevé et que tu le montres, c'est peut-être pas la meilleure tactique. Enfin, ça t'en a parlé. Et tu as parlé aussi du coup des qualités physiques, que je trouve ça intéressant. Et justement, toi, selon toi, quand tu travailles avec un boxeur, généralement, tu priorises quelle qualité physique parce que tu l'as très bien expliqué que c'est un sport qui demande plusieurs qualités physiques. Mais est-ce que tu as, on va dire, une sorte de classement ou est-ce que c'est vraiment très individuel? Tu prends ça comment? On va dire que, comme tu l'as sous-entendu et très bien sous-entendu, le principe même de l'entraînement à haut niveau, c'est l'individualisation. Ouais. Donc, avant de rentrer dans la phase même du développement, on va faire une batterie de tests en jouant sur des tests d'explosivité, par exemple avec les squat jump, les counter movement jump, les drop jump. Après, on va faire des tests de vitesse, Mhm. que ce soit vitesse spécifique ou non, des tests pour le corps, donc les abdos, Ouais. des tests de force, des tests d'endurance, de souplesse. Et grâce à ça, on va avoir un profilage de notre athlète, de notre combattant. Et grâce à ça, on va pouvoir évaluer ses points forts, ses points faibles, avoir une carte d'identité de notre athlète et pouvoir du coup jouer dans les phases, dans les différentes périodes de notre planification. On va pouvoir dire, ben là, on est loin du combat, et ben on va jouer sur le développement de tes points faibles pour te rendre plus complet. Ok. Par exemple, pour nous, dans notre boxe, dans la boxe, que ce soit boxe thaï, boxe française, Mhm. la puissance et la force explosive vont être une qualité qui est quand même primordiale. C'est le Graal d'arriver à appliquer une force dans le temps le plus bref possible. Ouais. Si on se réfère à à la définition de la force explosive, c'est ça. Donc, causer le plus de dommages, en quelque sorte. Hmm. Et du coup, si on se réfère dans ces cas-là, il faut du coup avoir une grande accélération, une bonne accélération sur une charge donnée dans le temps le plus court possible. Ouais. Et du coup, on peut faire, quand on a le matériel possible, donc notamment avec des machines isocinétiques, des profils force-vitesse. Et grâce à ça, on pourra évaluer si notre boxeur, il est plus sur un profil fort, donc où il génère des grandes forces mais à des vitesses lentes, Ouais. ou si il est plus sur une profil vitesse, où il est tout le temps vite, mais qu'il n'arrive pas à avoir une grande force développée. Hmm. Et par rapport à ça, si notre boxeur, il a, il est très vif, mais qu'il n'a pas beaucoup de force, peut-être du coup, en PPG, chercher à augmenter par des cycles de force sa force pour du coup que son RFD, donc le taux de force développé, soit plus important et qu'il ait un plus grand pic de force. Ok. Essayer après de le transférer à son geste sportif en préparation physique spécifique. Ouais. Ok. Et je trouve ça intéressant d'ailleurs le côté point fort et point faible. Enfin, toi, c'est juste un avis. Après, là, je pense qu'il n'y a pas de science exacte, mais tu sais, il y a des personnes qui disent après un profilage, faut mieux travailler sur le point fort, comme ça au moins il a vraiment un énorme point fort et il en profite, et pas trop s'attarder sur les points faibles. Il y a d'autres personnes qui sont plutôt à dire mieux vaut travailler sur les points faibles et comme ça avoir un profilage plus complet, si on pourrait le dire. Toi, personnellement, t'en penses quoi de ça? Enfin, est-ce que t'as des choses à dire dessus? Je trouve ça intéressant comme sujet. Euh, ben moi, de prime abord, avant, j'étais dans la dans la manière de penser où, quand on est loin du combat, de la date de l'échéance, Ouais, moi, je travaille les points faibles. ok. Là, par exemple,
je suis avec un combattant sur son entraînement. Donc, je parle bien là d'entraînement, donc leçon de PAO, sac, tout ça. Mhm. J'essaye de travailler ses points faibles pour qu'il s'améliore dessus, vu comme ça peut être un travail d'assez longue haleine, Ouais. tout en maintenant ses points forts, pour pas qu'il y ait travail des points faibles qui passent et que les points forts, que Ouais, les ouais. points forts ils descendent. Hmm. Donc, du coup, on maintient ses points forts, mais on travaille ses points faibles pour arriver à un stade équitable. Ok. Et quand on arrive plus vers la date de la compétition, là, on mise plus sur le travail des points forts. Sur un aspect psychologique, ça va le mettre en confiance. Ok. Il va se sentir plus fort. Il va dire, ouais, j'ai un meilleur cardio, j'arrive à passer plus, je frappe plus fort. Ça va le mettre en confiance, ça va le mettre en condition, ça va le préparer, ça va le mettre, et du coup, il arrivera à la compétition, pas avec des doutes. Ouais. Et pour ce qui est de tout axer sur les points forts, j'avais vu je crois que c'était Nicolas Hoth sur un de ses podcasts qui en avait parlé. Ramzat Chimaev, il fait des préparations quasiment que sur son point fort, la lutte. Ok. Et ça fonctionne super bien. Il est à l'UFC. Hmm. Donc, tu vois, tout est possible. Rendre plus complet. Donc, par exemple, si je prends l'exemple du MMA, Ouais. je suis pas forcément très spécialiste, mais si on prend l'exemple, quelqu'un qui arrive, qui est spécialiste de striking, qui est très fort au debout, mais faible en sol, forcément, il va travailler le sol un petit peu. Soit il va travailler le sol pour être vraiment polyvalent et savoir tout gérer, Ouais. soit il va tout miser comme Shimaev sur son striking et travailler ses défenses de sol pour ne pas descendre. Et comme ça, quand il est en striking, il sait qu'il est favorisé. Hmm. Après, c'est deux stratégies, c'est ce qu'on appelle après le game plan, c'est savoir du coup ton adversaire en face, est-ce que c'est un lutteur fort? Est-ce qu'il faut vraiment que dans le camp d'entraînement, je travaille à fond la lutte, à fond le sol pour faire? Ou est-ce que du coup, je peux essayer de miser tout sur mon striking et de le garder debout? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Plutôt, si par exemple je reprends ton exemple de toi, de tout miser sur les points forts, c'est plutôt en fait développer les capacités et les techniques de façon à garder euh, l'adversaire dans ta zone de points forts justement et de faire en sorte qu'il s'échappe pas pendant le combat de cette zone-là parce que après tu vas être défavorisé en quelque sorte. En quelque sorte, ouais, c'est ça. Ok. Et justement, tu as parlé un peu de MMA. Et ce que je me demandais, c'est est-ce que le conditionnement physique en boxe, ça diffère des autres combats, donc, enfin des autres sports de combat plutôt, comme le MMA justement, ou est-ce que globalement l'approche est très similaire? Euh, déjà, ça va différencier au niveau métabolique et énergétique. Le conditionnement, il va être différent parce qu'on n'a pas du tout le même temps d'effort. Ouais. Au MMA, avant, on était que tous sur du 5x5. Maintenant, même à l'UFC, il n'y a que les main events qui sont en 5x5, mais sinon, c'est du 3x5. Donc, si on prend juste le temps d'effort effectif, donc juste le temps des rounds, un 3x5, on est quand même sur 15 minutes d'effort effectif. Mhm. Alors que en boxe en boxe taille, par exemple, il y a les 5x3 qui vont être en 15 minutes. Ouais. Mais du coup, c'est 3 minutes entrecoupées. C'est pas 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Hmm. Donc les filières majoritaires vont être un peu différentes. Parce qu'en 3 minutes, on va forcément avoir un peu plus d'échanges. Surtout qu'en boxe taille, on n'est que debout. On n'a que du striking debout. Ouais. Il y a les phases de Muay Pam, donc le clinch, qui va rentrer aussi en compte. Alors qu'en MMA, il va y avoir toutes les phases de sol qui peuvent des fois prendre beaucoup de temps. Si on est sur des gens des lutteurs ou des gens du jiu-jitsu brésilien, les phases de sol peuvent des fois durer 3-4 minutes sur un round. Hmm.
Donc, le conditionnement va être différent par rapport à ça. Ça, faut bien en avoir conscience Ok. des temps d'effort. Et après, pour rapport, notamment, là, je prends deux sports qui sont très similaires, le kickboxing et le Muay Thai. Ouais. Il y avait, euh, il y avait une étude de Geronimo et Jasp qui avait montré que le Muay Thai avait un ratio temps-effort de 2 pour 3. Donc 2 secondes d'attaque pour 3 secondes de pause. Ok. Et il y a une autre étude qui avait montré que pour le kickboxing professionnel, c'était du 1 pour 1. Ok. Donc déjà, on voit que là, au niveau du conditioning, par exemple, si on fait un conditioning au sac, pour, euh, pour travailler vraiment spécifiquement, donc à dire vers les dernières phases de la préparation spécifique, Mhm. on va devoir se placer sur des ratios 1 pour 1 ou pour le Muay Thai, du coup, 2 pour 3, donc ce qui correspond à du 1 pour 1,5. Donc c'est quand même relativement proche si on part comme ça, mais il faut aussi pas oublier que dans le Muay Thai, suivant notre profil, il y a, et le profil de notre adversaire, il y a la phase de corps à corps qui peut être importante aussi. Ouais. Et que du coup, il y a plus autant de coups qui peuvent être donnés, et ainsi de suite. Hmm. Ok. Ah non, c'est intéressant ça. Et même au niveau bah, du MMA, comme tu as dit, quand on est au sol, etc., que ça va pas dans les mêmes filières métaboliques, ça fait que enfin, la base même de comment le corps va fonctionner est différente. Et justement, toi, au niveau du conditionnement, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus de comment tu construis une séance typique de conditionnement pour un boxeur? Et là, tu as parlé un petit peu de PPG et de PPS, du coup, donc préparation physique générale et préparation physique spécifique. Et est-ce que, enfin, par rapport à cette structure de séance, enfin, est-ce que tu as une certaine stratégie de qu'est-ce que tu mets dans la préparation physique générale et la spécifique? Ben oui, du coup, euh, pour compléter la question juste d'avant, Ouais. je voulais juste rajouter, parce que là, j'ai parlé surtout des filières énergétiques, Mhm. par rapport à la force notamment, et aux qualités de vitesse. Donc, pour la force, ce qui est bien, c'est on va les travailler du coup dans tous les sports à peu près pareil, parce que tous, ils sont à peu près au striking. Ouais. Et là, ce qui va être intéressant aussi entre le Muay Thai et le MMA, c'est au Muay Thai, du coup, il y a le corps à corps et au MMA, il y a le grappling. Mhm. Et vu comme il va falloir tenir des positions, par exemple un étranglement ou ou quand on fait une soumission avec une clé au MMA Mhm. ou au corps à corps quand on vient mettre en position forte les deux mains sur la nuque de l'adversaire, Ouais. il va falloir travailler la force isométrique Hmm. pour, sur un angle spécifique, commencer à avoir une grande force pour du coup être bien solide et pouvoir plier son adversaire à ce qu'on veut, aux objectifs qu'il y a juste après, à Ouais. l'action qui vont suivre. Ok. Et du coup, par rapport aux séances type, Ouais. donc en PPG, on va être loin. Donc c'est là où on va créer la base de ce qui va suivre dans la PPS avec le camp d'entraînement ou autre chose. Donc là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est les bases foncières, créer les bases foncières et les bases de force. Ok. Donc souvent, ce que je fais, et aussi pour m'assurer qu'ils ont la bonne technique de mouvement, je fais pas des séances, je fais un peu un modèle linéaire où en gros, je fais une qualité par séance. D'accord. Et souvent, tu as plusieurs séances par semaine. Enfin, tu fonctionnes comment, généralement? Euh, Là, en gros, euh, l'an dernier, où on faisait un peu plus de prépa physique, là, cette année, on fait un peu plus d'entraînement technique, Ouais. où vraiment que les nouveaux compétiteurs puissent s'améliorer en technique. On était à 5 entraînements en semaine, Ok. des fois 6 pour certains. Et du coup, on faisait un sas préparation physique au début de l'entraînement sous la fraîcheur. Ouais. Comme ça, si on travaille l'explosivité, on est sous fraîcheur physique et on n'a pas de fatigue. Et après, il y avait l'entraînement technico-tactique. Donc, on était quand même sur des séances de 2 heures,
des fois 2 heures et demie, Ouais, ok. donc des grosses sessions. Et du coup, on mixait les deux. Et là, maintenant, cette année, euh, je fais de la préparation physique intégrée à l'entraînement. Donc, par exemple, sur de la vitesse, eh bien, je vais lui faire, par exemple, à la leçon, dès que je lui montre la patte, dès que je lui montre le pao, là, il doit réagir le plus vite possible pour jouer sur le temps de réaction, par Ouais, exemple. ok. Et juste aussi, est-ce que tu as généralement préparation physique générale et spécifique, est-ce que tu vois, par exemple, tu as dit pour la générale, ça veut dire qu'on a beaucoup de temps. Est-ce que tu as un petit peu une sorte de deadline dans le sens où, imaginons, je prends un exemple aléatoire, mais oh bah c'est dans 3 mois ta compétition, donc là on passe à la spécifique. Enfin, est-ce que tu as une certaine durée ou c'est très très variable selon les combattants? Eh ben, ça va dépendre du coup du. Après, 3 mois, c'est idéal, on va dire. Mais faut pas oublier un truc dans la réalité de notre sport, c'est que là, je parle vraiment dans le cas où j'ai de la chance. On a de la chance en tant que préparateur physique. On a le combat, on a 3 ou 4 mois pour le développer. Il y a rien qui interfère avec ça et on peut le développer comme ça. Hmm. Mais il y a une réalité dans les sports de combat qui sont les short notice. Ouais, Et que notre combattant, par exemple, il est en plein milieu de la phase de PPG. Toi, on n'a pas commencé à faire le travail, on va dire, ondulatoire, la planification ondulatoire vraiment, avec le travail de puissance et tout, parce qu'il n'a pas il a pas les standards pour, et il n'est pas préparé à la pliométrie haute ou aux exercices d'haltérophilie, etc. Et ben, du coup, il sera pas à 100% le jour du combat, parce qu'il a pris un short notice dans la phase de préparation. ouais, Donc, c'est ok. pour ça que la PPG, j'essaye de la combiner vraiment, on va dire, avec la phase de transition. Donc pendant la vacance, on met en place un programme qui commence la PPG, on la continue en début de saison, et après tout le long de la saison, on va dire donc de mi-octobre à juin, on est sur une période, une planif ondulatoire, avec notamment pour la séance type de planification en PPS, un système layer un peu modifié où moi je fonctionne pas par exercice mais par pattern de mouvement. Ok, Donc un bloc explosivité, un bloc force max, un bloc hypertrophie, un bloc conditioning. Comme ça, on peut réduire un peu les séances et travailler à la fois le métabolisme et la force en même temps. Et comme ça, on a notre combattant qui sera prêt même s'il prend un short notice. ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, généralement, enfin, imaginons dans le meilleur des mondes, tu vois, parce que là, tu vas nous expliquer la réalité et je trouve que c'est bien que tu aies fait ce point-là. Mais imaginons dans le meilleur des mondes, tu as autant de temps que tu veux pour te préparer avant un combat. Ce qui n'arrive pas, mais c'est pour illustrer. Par exemple, tu dédierais combien de temps à la préparation spécifique vs à la préparation générale si tu devrais te donner juste une fourchette pour qu'on visualise en fait le temps que ça prend chacun. Euh, et ben, en gros, moi, là, par exemple, euh, j'ai un combattant qui combat le 22 mars. Ok, Et on savait la date longtemps avant. Donc, moi, sur sa planification pour ce combat, j'avais mis 1 mois de PPG, vu comme il avait déjà combattu. Du coup, je me suis dit, on va mettre 1 mois de PPG pour combler les manques qu'il peut avoir par rapport à ses derniers combats ouais, et 2 mois de PPS. ok, Après, suivant quel boxeur, quel combattant, quel sportif on a, la PPG, si on est vraiment sur un sportif qui n'a jamais fait de préparation physique, peut être plus importante. Et on peut se retrouver par exemple avec du 2 mois de préparation physique générale où on développe et, tous ces standards, force, vitesse, endurance, ouais, et 1 mois de préparation spécifique. ok. Et, euh, et justement, tout à l'heure, tu as parlé aussi de préparation. Non, je sais plus comment tu as dit le terme préparation dilatoire ou tu as utilisé un autre terme, je sais À plus. la planification ondulatoire, Ouais, est-ce que tu pourrais, peut-être parce que ça parle pas aux gens qui écoutent,
qui sont pas exactement dans le domaine, tu vois, mais qui sont quand même combattants. Est-ce que tu pourrais juste nous expliquer ce que ça signifie? Ben, en gros, la planification ondulatoire, c'est qu'on va travailler plusieurs qualités en même temps Ok, et on va pas être sur des blocs. On va chaque semaine, par exemple, on travaille comme l'a montré euh, deux articles, enfin la littérature. ouais. On va travailler par exemple sur le bloc 3-1. Donc on va une semaine basse charge, une semaine haute charge, enfin une semaine basse, une semaine moyenne, une semaine haute, une semaine de deload, Mhm. donc où on baisse la charge pour la récupération, Ouais, et on travaille comme ça. Et du coup, quand on fait le graphique pour voir à peu près la dynamique de la charge, donc avec une courbe, ouais. eh ben, ça va faire une ondulation. Ok, Et ça nous permet du coup de toujours avoir des adaptations et d'être toujours prêt, vu comme on travaille à la fois dans la séance avec le système layer, qui est aussi une méthode ondulatoire, la puissance, la force max, l'hypertrophie, et du coup, avec la planification ondulatoire, d'être toujours, on va dire, sur des charges quand même assez élevées, ouais. des charges d'entraînement assez élevées, mais avec les périodes de deload, de maximiser les adaptations. Ok, ouais, je vois. C'est intéressant en vrai comme fonction et c'est. Bah, maintenant que tu parles de deload, je vois concrètement un petit peu comment ça peut se planifier. Et je voulais aussi avoir ton avis parce que tu vois par exemple en boxe on a souvent les sparring, on a aussi le sac de frappe, on a aussi le shadow boxing et ces éléments-là ils font partie euh, de l'entraînement classique on pourrait dire. Enfin après ça dépend comment tu fais un entraînement de séance de boxe mais des fois il y en a dedans en tout cas, sparring léger ou même fort. Mais toi, tu utilises quoi? Tout à l'heure, tu as parlé de jump, de choses comme ça. Tu utilises quoi d'autre comme exercice, à part ces exercices très spécifiques à la boxe pour justement aider la préparation physique du sportif? Est-ce que tu as des exercices que tu utilises très souvent, par exemple, avec les combattants? Ben là, je vais te parler par rapport aux qualités, aux Ouais, qualités physiques. Donc, pour l'endurance, pour essayer de coller au maximum avec les spécificités du sport, je vais utiliser notamment le HIIT, les méthodes d'intervalle training à haute intensité. ouais, Comme ça, on va travailler à la fois l'endurance musculaire, suivant comment on le met en place. Si on est sur un RSA, donc un Repeated Sprint Ability, on peut travailler la vitesse, voire du coup l'explosivité. ok, Euh, et, euh, et après aussi, j'utilise un peu les méthodes de CrossFit, donc avec les AMRAP et les EMOM ouais, surtout. Et donc, par exemple, pour les AMRAP et les EMOM, pour l'instant, je suis principalement à poids de corps. ok, Mais après, on peut facilement me rentrer avec des charges légères, vu comme c'est quand même des exercices qui entraînent une très haute intensité, une grande dépense énergétique, hmm, donc une grande fatigue. Il faut limiter quand même les charges pour éviter de créer des blessures qui arrivent dues à une mauvaise technique sur un mouvement. ouais, ok, Après, sur la force, donc bon, sur la force classique, je vais utiliser les méthodes de musculation en salle, donc ouais, avec notamment le développé couché, le floor press, les exercices avec halter pour avoir la synchronisation entre les deux bras, le squat, le deadlift, deadlift à la trappe barre, deadlift conventionnel. ouais, J'essaye de faire des exercices le plus souvent polyarticulaires ok, pour travailler des grandes masses musculaires et travailler la coordination entre les segments et en charge libre pour qu'il y ait aussi la sollicitation des muscles stabilisateurs hmm, pour que ce soit le plus fonctionnel et transférable après dans leur séance de boxe. ouais, Après, pour ce qui est par exemple, un élément important dans les séances de boxe, ça va être le core conditioning. Donc, core conditioning, c'est par rapport au travail des abdominaux, de la sangle lombo-abdominale. ouais, Donc là, moi, je me suis appuyé sur
la chaîne ou la chaîne Insta ou la chaîne YouTube qui est super bien faite de Monsieur Boxing Science, ou Wilson Boxing Science sur Insta, Mhm. où il a mis des exercices pour les abdominaux sur les anti-mouvements, donc l'anti-rotation, l'anti-extension, l'anti-flexion latérale et la flexion de la hanche avec la colonne neutre. Ok. Et donc, par exemple, on va retrouver le Pallof Press, Ouais. le Landmine Rotation, le sit-up, mais avec les jambes allongées et une kettlebell comme un Turkish get-up. Mhm. Et par exemple, la ab wheel, donc la Ouais. roulette à abdos. Et, avec les indications et les critères de réalisation pour bien travailler. Ok. Après, du coup, pour la vitesse, je préfère, vu comme c'est quand même une qualité où on va travailler sur de la vitesse gestuelle, le temps de réaction ou la répétition d'efforts très rapides, le travailler en spécifique pour avoir le maximum de transfert après quand ils vont boxer. Hmm. Donc, du coup, au PAO ou par exemple avec une balle de tennis, j'aime bien faire ça pour le temps de réaction. Moi, je me mets en phase 2, je lance la balle de tennis, et lui, sur un jab ou une droite, il doit venir la récupérer. Ah ouais, ouais. Et là, mais pas juste la toucher, parce que tout la toucher, ça va être facile, mais vraiment ouvrir la main et récupérer la balle. Hmm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je l'avais déjà fait en cours de Muay Thai. Parce que j'ai fait un peu de Muay Thai aussi. Une fois, on l'avait fait ça. Ok. C'est pas évident. Et après, pour l'endurance aussi, il y a le classique, il y a la course, Ouais. sous forme de fractionné ou sous forme continue, suivant où quand on se trouve. Par exemple, en PPG, on va pouvoir faire plus les footings longs, Ouais. vu comme on est loin de la compétition, on pourra plus se cibler la capacité aérobie. Et quand on va être proche de la compétition, aller plus sur des efforts intermittents, court, moyen, pour à des intensités proches de 100% de la VMI ou 100% de la VMA, Ouais. pour du coup aller cibler plus la puissance aérobie et la capacité lactique pour la réitération des efforts. Ok. Et il y avait aussi deux points que je voulais te poser par rapport à ça. Euh, Déjà, le premier point, c'est est-ce que aussi, ça c'est plus par curiosité, mais est-ce que tu travailles des fois avec tes combattants aussi des exercices pour le grip en tant que tel, étant donné que tu vois par exemple en MMA, le grappling et tout, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, enfin t'en as parlé tout à l'heure, le fait de vraiment avoir une poigne forte, tu vois, de pas lâcher l'adversaire en quelque sorte. Est-ce que tu as des exercices pour ça? Ou est-ce que tu te bases essentiellement, et c'est ça aussi que je voulais revenir dessus, sur, comme tu l'as dit tout à l'heure, par exemple, tu sais, tu as parlé d'exercer une forte pression sur la nuque de l'adversaire en Muay Thai, des choses comme ça, et qu'il fallait une bonne force en isométrie. Est-ce que tu te bases seulement sur des exercices comme ça d'isométrie pour l'aspect grip, ou est-ce que tu as des exercices en plus? Non, j'ai mis en place cette année un circuit de travail pour le grip Ok, que j'essaye de mettre en place à chaque début de séance ou toutes les 2 séances ouais, dans un but de prophylaxie pour prévenir des blessures à la main, vu comme avec les coups, que ce soit dans le sac, en sparring, au PAO, on peut avoir quand même rapidement des lésions au niveau des ligaments entre les phalanges, entre les métacarpes, etc. mhm, Donc du coup, j'avais mis en place des exos. Donc par exemple, on prend un disque. ouais, On prend un disque et on le fait passer d'une main à l'autre. L'autre, là, ok, je récupère, là, je change. Et le fait de faire cette pince, ça va permettre du coup de mimer l'action de quand on est dans les gants. Des fois, on n'a pas tout le temps les poings fermés, ouais, prêts à frapper. Des fois, on est un peu plus relâché. Et du coup, c'est arriver à fermer fort pour tenir une charge. Système d'ouverture, de fermeture du poing. hmm, Donc j'avais celui-là. Après, je faisais, vu comme le poignet, il fait plusieurs mouvements. Il y a l'extension, la flexion, l'adduction et l'abduction. ouais, Et il fait aussi un peu de la rotation. Il fait de la rotation aussi. mhm, Et du coup, entraîner.
le poignet en flexion, en extension, pour qu'il reste bien droit, bien fort, entraîner les muscles de l'avant-bras. Ouais. Donc, par exemple, on fait de tenir le poignet dans l'alignement de l'avant-bras, donc pas avoir le poignet cassé quand on le fait, mais en faisant des reverse curls, Ok. donc avec la paume de main vers le bas, pas vers le haut comme les biceps curls, les curls biceps, mais plus en reverse. Du coup, celui de la avec où on se passe le disque. Après, je faisais à la kettlebell, on pose le coude et on fait une rotation. On passe le poids de la kettlebell d'un côté et de Ah l'autre. ouais, ouais, ouais. Ouais, je vois. Vu comme en boxe, en plus, on va visser le point. Le point, il part de la garde, il est droit comme ça. Ouais. Là, on voit pas bien. Et quand il va arriver, il va être comme ça. Donc, il y a une rotation de l'avant-bras. Hmm. Ok. Effectivement, ouais. Ok, ouais, c'est intéressant ce que enfin, je trouve que le travail de grip, tu vois, c'est le genre de choses qu'on parle pas assez et pourtant, pour déjà avoir parlé même avec des combattants, etc., je trouve que les. Enfin, je sais pas toi de ce que t'as vu, mais je trouve enfin, c'est pas forcément des grosses blessures, mais les petites blessures du poignet, des choses comme ça, c'est assez régulier, même à la fin de séance. Donc je trouve ça intéressant de le travailler, ouais. Mais pour moi, c'est même primordial parce que ben, je m'en suis rendu compte. Il y a l'année dernière, j'ai eu un boxeur qui s'était fait une déchirure du ligament entre un métacarpe, entre M2 et M1, je crois que c'était. Ok, Et cette année, pareil, il y en a eu un autre qui s'est fait un truc à la main. Et sauf que vu comme les mains, on les utilise tous les jours, il n'y a pas forcément le repos nécessaire à la déchirure. ouais, Et du coup, c'est des blessures qui sont longues, qui sont handicapantes. Donc, c'est pour ça que j'aime travailler le grip pour essayer de prévenir ces blessures. Et vu comme la main est le dernier segment de la chaîne cinétique par rapport à la production de puissance, si le poignet est indéformable, la transmission, elle pourra se faire presque à 100%. hmm, Forcément, il y aura une déperdition de force, donc on ne pourra pas être à 100%. Et du coup, on pourra être encore plus puissant et avoir une meilleure puissance de frappe. ouais, je vois. Ok, donc ça c'est intéressant. Et maintenant, ce que je voulais parler aussi avec toi, c'était. Enfin, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, tu sais, avec les blocs de travail par rapport à l'approche d'un combat, des choses comme ça. Et Mhm. tu as un petit peu parlé aussi du deload, mais par exemple, quand tu fais ta phase de physique de préparation, enfin, non, ta préparation physique générale et ta préparation physique spécifique, est-ce que tu insères à certains moments clés, en quelque sorte, des phases de récupération? Est-ce que pour toi, c'est essentiellement sous forme de deload, les phases de récupération? Ou est-ce que parfois tu procèdes différemment, puisqu'on sait quand même que la récupération, c'est un élément clé aussi pour la progression? Comment tu fonctionnes? Bah déjà, je te rejoins totalement là-dessus sur l'importance de la récupération. J'ai eu un professeur en STAPS à Lyon qui disait que l'entraînement invisible, donc la récupération, l'alimentation, le sommeil et tout le reste, Ouais, ça correspondait à 50% de la performance. ok. Hmm. Donc, je te rejoins là-dessus. Ensuite, du coup, moi, ce que je fais, c'est que quand je fais la planification, j'utilise des indicateurs de fatigue. Ok, Euh, donc, je calcule pour chaque entraînement, je demande le volume. Donc, si on est sur du 2 heures, si on est sur du 1h30, du 1 heure. ouais, Et par rapport à ça, c'est subjectif par rapport à l'athlète, mais en les éduquant suffisamment, on arrive à avoir quelque chose d'objectif. Je mets l'échelle RPE, ok, donc de 1 à 10, avec à côté, pour pas juste qu'ils aient 1, 2, 3, 4, 5 sans indication, 0, aucun effort, 1, aucun effort, 2, très 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 facile, 3, très facile, 4, modéré, 5, dur, et ainsi de suite. ouais, Comme ça, ils ont les indications, ils savent où mettre. Ils me donnent ça me donne la charge de l'entraînement. Et après, grâce à cette charge d'entraînement et à la charge moyenne de la semaine, etc., ouais, moi, j'utilise l'indice de monotonie, ok, l'indice de contrainte et le ratio charge aiguë, charge chronique, ouais,
qui me permet de voir et de prévenir du coup le risque de surfatigue, de surentraînement, qui peut être important vu comme on a quand même des efforts, des sports où risque d'avoir beaucoup d'entraînement. Par exemple, si on va en Thaïlande, on s'entraîne 2 fois par jour, on a des entraînements bi-quotidiens. Donc savoir si on fait 2 entraînements lourds, donc le matin, on va dire plus physique, si on Ouais, fait un entraînement lourd physique le matin, lourd physique le soir, est-ce que le lendemain je fais léger ou est-ce que je peux faire lourd? Quand est-ce que je prends la récupération, etc. hmm, Avec les indicateurs, ça nous permet de savoir quand est-ce qu'on place la récupération dans la semaine. Les ok, deloads vont nous permettre de récupérer et ouais. ainsi de suite. Et est-ce que quand t'es vraiment très proche d'un combat, tu fais en sorte volontairement, même s'il n'y a pas forcément énormément de fatigue, de augmenter un peu la récupération ou est-ce que ça reste similaire? Avant un combat, on coupe généralement, on va dire la pesée. euh, on va prendre le combat. Le combat, c'est le samedi. Ouais, Mais souvent, les combattants, on arrête le mardi ou le mercredi. Et ok, après, ils ont tout le reste, c'est que du repos complet. ok. Ouais, y a même pas un travail de faible intensité, du style un shadow boxing, etc. Il y a vraiment rien pour le coup. Ben, le jour de la pesée, Ouais. là, après, c'était pour essayer aussi que eux, ils se mettent en condition psychologique. Hmm, Là, je l'ai fait 2 fois avec eux quand ils boxaient dans une cage de MMA. ok, Donc, du coup, j'aurais dit, ben, après la pesée, j'ai demandé à l'organisateur, je les ai fait monter dans la cage pour que du coup, ils prennent l'espace, qu'ils prennent conscience vu comme c'est plus un ring, ouais. qu'ils prennent la conscience de l'espace. Et je leur ai dit, ben, boxez un petit peu, comme ça, qu'ils se mettent dans le mental, dans la condition du combat. Hmm, Ils prennent l'espace, ils voient si le sol il glisse, comment réagit le grillage et tout ça. Et donc ça fait un petit peu de travail. ouais. Mais effectivement, je suis en pleine réflexion par rapport au principe de surcompensation. Donc, est-ce que ça pourrait pas être bénéfique de faire une séance de vitesse, sur la qualité de vitesse, donc pas forcément à très haute intensité, mais juste une activation des systèmes nerveux liés à la vitesse, donc du système nerveux sympathique, Ouais. pour que dans 6 heures après, on puisse avoir une surcompensation et que du coup, par exemple, si on arrive à cibler 6 heures avant, donc le combat c'est à 18 heures et à midi, on fait une activation, Ouais. est-ce que du coup, le combat, on aurait une bonification de la performance? Hmm. Ah, je me demande ça après. Si tu peux me répondre. En vrai, je sais pas, c'est une bonne question. Après, je sais que. Enfin, je sais que moi, personnellement, il y a des combattants que je connais, ils sont du style plutôt à. Après, tu sais, il y a aussi l'aspect psychologique que je trouve intéressant, dans le sens où, tu vois, il y a des combattants, si tu leur dis pendant 3 jours et jusqu'au combat, vraiment, tu vois, même pas 6 heures avant le combat ou quoi, qu'ils fassent vraiment rien, peut-être que pour des combattants, ça peut être en quelque sorte assez stressant, tu sais. Ils peuvent se demander s'ils vont être. Même, tu vois, s'ils se reposent, ce que je veux dire, c'est vu qu'ils s'entraînent pas en tant que tel, ils peuvent peut-être se poser la question, bah, est-ce que je suis vraiment prêt physiquement, tu vois. Donc peut-être qu'il y a un intérêt psychologique aussi. Je t'avoue que j'ai pas la réponse en tant que tel, mais c'est une bonne interrogation, ouais. Je sais pas. Après, nous, ils font pas vraiment rien. Parce que ils sont dans la phase du premier combat, ce qui est contre le poids. Hmm, Donc, souvent, on essaye, enfin, moi, j'essaye, qui c'est plus que 1 à 2 kilos à perdre avant la pesée. Comme ça, on peut espérer, suivant la catégorie, ne pas ouais, avoir une trop grande diminution de la performance par la perte hydrique et ouais, limiter les cuttings. Et des fois, ça arrive qu'il y en ait plus. Du coup, il faut qu'ils fassent les saunas, les tenues de sudation, etc. C'est malheureux, mais du coup, des fois, c'est ça aussi qui se passe. hmm. Bon, après, ça, ouais, le cutting et tout, c'est tout un sujet, mais après, ça dépend aussi beaucoup, tu vois, du temps qu'on a entre la pesée et le combat.
Mm. Aussi le passé du combattant, ce qu'il préfère. Tu vois, moi par exemple, des fois, ce que je peux faire aussi avec un combattant, c'est plutôt du waterloading, des choses comme ça. Moi, je suis pas trop team sauna. J'aime pas trop. Enfin, j'ai lu des études dessus et vu que c'est assez incontrôlé, tu vois, moi, je le conseille pas personnellement. Mais ouais, ouais, je me doute bien, ça dépend de beaucoup de facteurs, cet aspect-là. Et je voulais aussi qu'on parle de certaines techniques, justement, de récupération. On en a parlé. Tout ce qui est un peu cryothérapie, stretching, massage, pour tout ce qui est optimisation de la récupération. Est-ce que toi, tu as un avis dessus? Est-ce que tu en as déjà utilisé? C'est quoi un petit peu ce que tu en penses globalement? Par exemple, des trois que j'ai cités. Déjà, sur la récupération, moi j'essaye de les sensibiliser au fait que les trois piliers principaux, donc je suis totalement d'accord, toi, c'est des techniques de récupération, mais moi j'essaie de les sensibiliser par rapport au sommeil, à l'alimentation et à l'hydratation, Ouais, pour déjà que ça, ils aient une fondation, la fondation de la pyramide de la récupération, elle soit déjà bien comme il faut, ouais, et que après, du coup, on aille sur les techniques un peu supplémentaires. ok, Euh, non, après, j'avais lu, par exemple, sur la cryothérapie dans la nouvelle Bible de la préparation physique de Didier Reis et Pascal Prévost, ouais, que du coup, il y en a trois. Il y a celle dans l'eau, il y a celle donc, dans les centres de cryothérapie avec l'air et celle où on fait eau chaude, eau froide. ok. Et en fait, le truc, c'est que je pense à mon humble avis, qu'il faut savoir quand les placer. Hmm. Parce que certaines, en fait, elles sont anti-inflammatoires, elles t'endorment, donc c'est super pour le sommeil. Si tu fais la cryothérapie avant de dormir, si tu as par exemple, je pense, un sommeil un peu Agité, perturbé, ouais, si ça t'aide à dormir, c'est super. Ça te relaxe et tu dors mieux. Du coup, tu optimises ton sommeil, tu as un meilleur état de forme le lendemain pour ta séance. Mais du coup, il y en a certaines comme l'immersion en eau froide et le corps entier qui peuvent bloquer, qui sont néfastes pour le développement de la masse musculaire. ok, Donc, qui sont du coup, si on fait, après, je pense qu'il faut voir comment répond chaque corps, chaque athlète ouais, de manière individuelle. Il faut que je me renseigne un peu plus pour pas que me baser sur une seule source. Mais du coup, faire attention. Je pense si on fait une séance de vraiment de développement de la force, que l'objectif, c'est par exemple de combler le déséquilibre entre la chaîne de tirage et la chaîne de poussée mhm, en essayant d'optimiser l'hypertrophie. Peut-être pas mettre de la cryothérapie juste après la séance pour la séance du soir. ouais, Peut-être plus privilégier autre chose. ok. Et donc Après, ça, ouais, 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 dis-moi. sur les étirements, euh, je pense que c'est une très bonne technique que j'aime bien. Après, pareil, suivant les séances, si on fait une séance en excentrique, je pense pas que je vais faire d'étirements vu comme il y a déjà des grandes lésions musculaires. Je vais pas m'amuser à tirer sur le muscle au risque d'aggraver les lésions musculaires et d'augmenter les courbatures derrière. Ouais, Et- mais du coup, mais c'est important parce que hier j'ai vu le documentaire sur les fascias qui est sorti et les étirements permettent du coup de réorganiser et de travailler les fascias. Et ok. du coup, c'est très important pour notamment la notion d'explosivité. Hmm. Et plutôt étirement, là tu parles plutôt étirement passif ou étirement actif aussi? Alors, les étirements actifs, euh, déjà, moi, je commence par du passif pour que déjà, ils aient les bons placements. Et notamment s'ils sont raides, pas commencer à les mettre, à les faire lutter contre une quelconque résistance Ouais, pour que vraiment qu'ils soient bien détendus et qu'en plus, du coup, ça joue sur la récupération psychologique. mhm, Comme les massages, par exemple, si ça marche sur eux au niveau psychologique, si ça les détend, que ça améliore leur sommeil, on a gagné. C'est quand même une forme d'optimisation de la récupération. ouais, La cryothérapie, si ça les détend, s'ils sont détendus après avoir pris une douche froide ou
la cryothérapie par air, ça les détend aussi. Donc, et qu'ils ont un meilleur sommeil, ça améliore le sommeil, donc meilleure récupération. On a gagné aussi. Après, du coup, sur les étirements, ça dépend de l'objectif. Si on fait un étirement à la fin de la séance et qu'on veut du coup revenir à la souplesse d'avant-séance, Ouais, parce que souvent, moi, après la séance, je ne cherche pas un gain de souplesse, je cherche juste à maintenir la souplesse qu'il y avait en début de séance, au faire revenir pour éviter une trop grande raideur ok, euh, ou qu'une perte de souplesse surtout. Du coup, je vais faire des étirements un peu statiques, mais par exemple, en début de séance, dans l'échauffement, je vais faire par exemple des étirements balistiques. ouais, ok. Donc globalement, toi, t'introduis aussi dans ta façon de travailler, t'introduis quand même les étirements de manière globale. Ouais. Ok. Et là, je voulais aussi que tu nous parles, alors je sais pas si t'en as une anecdote un peu d'un boxeur que t'as accompagné et où t'as des exemples peut-être où t'as vu des effets du conditionnement physique que t'aurais pu faire sur lui par rapport à ses performances, ses combats. Je sais pas si t'as quelque chose à nous dire ou pas par rapport à ça. Ben, j'en ai deux. Ouais, Donc, quand j'étais en Master 1, donc dans ma première année de mon double master, ouais. j'étais dans la salle de la team de Omar, donc l'MNC Power Fight Club à Bruxelles. Mhm. Et j'entraînais, je préparais physiquement leurs compétiteurs. Et il y en a un qui est maintenant est boxeur pro, Toufik Hamzi. Il est venu me voir, il a dit, Quentin, ça a super bien marché ta prépa. Je revenais dans le coin, j'étais pas fatigué. Hmm. Donc il y a eu ça. Et là, par exemple, à la team de Mohamed Oumer, il y en a un, il est revenu au club, donc il fallait tout reprendre de zéro parce qu'il avait arrêté la compétition pendant longtemps. Ouais. Et on a réussi avec Mohamed à le faire reprendre en condition. On lui a fait perdre beaucoup de kilos. Hmm. Et mine de rien, là, par exemple, il avait un point faible sur son anglaise. Et maintenant, il sort un peu plus son anglaise. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur son anglaise, mais petit à petit, on a commencé à le changer là-dessus. Ouais. Et globalement, enfin, les changements, que par exemple, là, tu as donné deux exemples, mais tu avais travaillé combien de temps avec eux? Enfin, c'était de l'ordre de plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, généralement. Euh, tout, Toufik, ça a été de l'ordre de, on va dire, 2 mois. Ouais. Et l'autre, on est sur du 6 mois à peu près. Ouais, donc globalement, on est quand même sur. Enfin, c'est plutôt Ouais, du. sur des périodes un peu longues, ouais. Ouais, après, c'est pas. Enfin, à la fois, c'est long, mais à la fois, c'est pas si long que ça, tu vois. Genre 2 mois, en vrai, c'est pas. Enfin, c'est assez intéressant de savoir qu'en 2 mois, tu peux avoir quand même de gros bénéfices si la programmation est bien faite et qu'il y a du conditionnement physique à côté. Donc, non, c'est intéressant. Et j'avais une dernière question à te poser, qui était de alors, pour un petit peu plus être précis, mais si on va dire tu aurais trois conseils à donner à un boxeur amateur qui veut justement améliorer son conditionnement, mais qui a soit pas accès à une infrastructure par rapport à ça, ou soit pas les moyens ou pas accès à un suivi personnalisé, ça serait quoi pour toi les trois conseils? À savoir que t'es pas obligé de les donner dans une hiérarchie du plus important au moins important. Tu fais comme tu veux. Bah, du coup, alors, je sais pas si on aura trois ou pas, hein, Oh, tu peux en donner mais un bonus si tu veux, ou alors t'en donnes deux, enfin comme tu veux. moi, du coup, ce que je pensais déjà, si c'est un débutant, ou même s'il est peut-être un peu plus confirmé, Ouais. déjà de, de bien se dire que la récupération, c'est important, de, de vérifier que il dort bien, par exemple, environ 8 heures par nuit, qu'il a une Mhm. bonne alimentation, que ses apports journaliers quotidiens, ils sont bien respectés, Ouais. qu'il a son apport en macro nécessaire pour
pour son métabolisme, sa dépense énergétique quotidienne, Mhm. que ses micronutriments, les apports en vitamines, en minéraux, ils sont respectés pour qu'il ait suffisamment de vitamine D, de vitamine C qui peuvent être nécessaires pour l'énergie, Ouais. euh, et qu'il ait une bonne hydratation, donc qui vienne de son alimentation. Par exemple, s'il mange du concombre ou de la pastèque, il a pas besoin, il a déjà de l'eau qui sont venues, et qu'il ait une alimentation par rapport à son effort. Par exemple, ce qu'il peut faire, juste tout simple. Comme ça, normalement, dans une salle de boxe, il y a une balance. Il se pèse avant la séance. Mhm. Il se dit, je fais 75 kilos. Il se pèse après la séance. Il en voit qu'il en fait 73. Il a bu 1 litre. Et ben, il doit boire encore 1 litre, 1 litre 5 pour récupérer l'eau qu'il a perdue. Ouais. Parce qu'il a bu 2 litres. Non, je sais plus trop Enfin, comment c'est le t'as dit calcul, je suis 75, désolé. 73, donc il a perdu 2 kilos. Il a perdu 2 Ouais. kilos. Il a bu 1 litre d'eau. Donc, il doit boire ouais, à peu près 2 litres après la séance, mais de manière progressive. Hmm. Par exemple, ça peut être ça pour améliorer sa récupération. Après, sur ses entraînements, ne pas tout le temps vouloir tout le temps être à fond, tout le temps être à 100% dans le dur, Ouais. mais des fois, travailler sa technique pour optimiser ses pivots, son transfert, sa garde, pour limiter les coups qu'il peut prendre. Ouais. Après, sur le physique, il, bien sûr, comme j'ai dit au début, faire par exemple les footings longs, continus, les 5 bornes en 30 minutes, les 40 minutes de course, tout ça, mais peut-être que plus proche des combats, ou quand il commence à se dire, je vais bientôt combattre, j'ai bientôt les championnats régionaux, les championnats de France ou quoi, faire de l'intermittent. Hmm. Même si peut-être qu'il aura pas une indication de sa VMA ou de sa VMI, chercher du coup quand même à se dire, ben là je fais du 10-10. Donc 10 secondes d'effort, 10 secondes de pause, 4 séries de diffs de 4 fois 10-10, Ouais. donc 4 fois 10 accélérations de 10 secondes avec 10 secondes de pause. Entre chaque série, par exemple 2 minutes de pause, et ben du coup, avec les 10 secondes où il se dit du coup, ben, je vais à fond, je vais en sprint, j'ai 10 secondes de repos et ainsi de suite, déjà on sera plus pertinent sur l'approche spécifique au sport et ça changera sa manière de s'entraîner. Et il aura sûrement un meilleur développement de ses qualités d'endurance et de réitération d'efforts. Après, après, ce qu'il peut faire aussi, vu comme je le fais moi à poids de corps, il Ouais. peut faire aussi les techniques de CrossFit comme les EMOM et les AMRAP pour l'endurance musculaire. Les EMOM, vu comme on peut avoir de la pause et ça peut être une répétition d'efforts de puissance explosive, tout en travaillant sous fatigue. Après, du coup, les AMRAP, l'endurance musculaire, la gestion, travailler sur des efforts et lutter contre la fatigue, donc travailler les systèmes d'acidose. Ok. Donc là, effectivement, ouais, t'avais plus que 3 conseils. Non, mais c'est super clair. Je voulais juste revenir sur un point. Enfin, après, je sais peut-être que t'as assez vulgarisé, mais pour la vitamine D et la vitamine C, tu voulais dire plutôt en tant que cofacteur pour l'énergie, non? Parce que Ouais, t'avais dit ouais, pour je pense. Ouais. l'énergie. Non, mais c'était juste pour éviter que ce soit mal interprété par les gens. Mais sinon, ouais, donc pour le reste, pour un peu euh, faire un récap des conseils. Donc globalement, c'était faire attention à tout ce qui est récupération, donc tout ce qui est habitude, alimentation, sommeil, repos aussi tout simplement. Ensuite, tu avais un deuxième conseil, c'était plus autour de pas se donner à fond, donc c'est-à-dire savoir gérer l'intensité d'entraînement notamment, mettre en avant aussi la technique, le fait de la travailler, la tactique. Troisième point, tu avais dit, enfin j'essaye de récap un peu, mais c'était autour des intensités ou du moins le fait de faire plus de fractionnés quand on se rapproche de l'entraînement, plus de courses quand on est un peu éloigné, donc varier selon l'aspect temporel par rapport au combat les types d'entraînement, si on pourrait le dire. Et puis quatrième point, c'était aussi d'utiliser certaines méthodes de CrossFit, notamment pour le conditionnement. Voilà, je sais pas si ça récap bien ou pas. Si, si, ben, c'est ça. Ok, bah écoute, bah merci en tout cas Quentin pour toutes les infos. Je sais pas s'il y a un truc qu'on a
qu'on a un peu skippé et que tu as envie de revenir dessus quand même avant la fin ou pas? Non, après, si je peux rajouter peut-être un dernier truc sur le dernier, Ouais, euh, une fois que qui sait qu'il est bien entraîné ou que son entraîneur lui a dit qu'il était bien entraîné et préparé pour, qu'il a un gainage suffisant, il y a la pliométrie, il peut être efficace, vu comme on a besoin que du corps, par exemple pour la pliométrie BIAS avec les pogo jump ou les drop jump, ouais, il peut en faire chez lui pour du coup essayer de développer aussi son explosivité. ok. Donc ouais, un travail vraiment d'explos. Bah, de toute façon, t'en avais parlé durant le podcast, mais ouais, l'explosivité aussi, c'est un point important à travailler. Et c'est vrai qu'il y a des exercices qui sont pas si compliqués que ça à mettre en place d'un point de vue matériel. Donc, ok. Ben, merci en tout cas beaucoup, Quentin, pour toutes ces De informations. rien. Et je voulais aussi bah, te demander où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui seraient intéressées de travailler avec toi ou même de voir tes contenus aussi, parce qu'il me semble que tu publies quelques contenus. Donc, où est-ce qu'on peut te Ben retrouver? moi, on peut me retrouver du coup sur Insta et TikTok avec Vigne Fight and Perf Ouais, je mettrai en et, description. euh, et sinon sur après ben, comme là où tu m'as contacté sur LinkedIn Ouais, euh, en tapant Quentin Vigne. ok. Ben, merci encore une fois pour toutes ces informations-là, Quentin. Et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à la fin de l'épisode. Et on se dit à la prochaine.